Bienvenue à tous. Merci de vous être connectés. Donc, on va vous partager un peu plus d'éléments et de précisions autour de cette AMI. Slide suivante. Donc, tout d'abord, quelques mots sur le Health Data Hub, qui est une institution qui a été créée en 2019 par la loi suite au rapport sur l'intelligence artificielle de Cédric Villani, qui admet et qui pousse à la promotion de l'innovation dans la réutilisation des données de santé au service de l'intérêt général. Donc, le Health Data Hub est un groupement d'intérêt public qui est un guichet unique pour l'accès à ces données de santé en France. Donc, vous avez un projet, vous avez de réutilisation des données, eh bien, le Health Data Hub est là pour vous accompagner dans vos démarches pour accéder à ces données. Au-delà de ce guichet unique et d'un service qui vous permet de vous simplifier l'accès à ces démarches, notamment réglementaires, et on en parlera un petit peu plus tard, eh bien, le Health Data Hub fournit également une plateforme sécurisée à l'état de l'art qui va permettre aux projets qu'ils nécessitent eh bien, d'avoir un grand espace de stockage sécurisé pour faire leurs travaux, pour travailler leurs données, pour les apparier, pour également travailler des projets avec des algorithmes d'intelligence artificielle et faire en sorte que les data scientists, les data ingénieurs des équipes puissent travailler dans une plateforme qui est capable de mobiliser un grand nombre de données, puisque c'est ce qui apportera de la puissance souvent aux études qui sont proposées. Également, le Health Data Hub a pour but de promouvoir donc cette innovation pour l'utilisation des données de santé. Pour ça, lance des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt pour soutenir humainement avec parfois de la mise à disposition et financièrement, comme c'est le cas aussi aujourd'hui dans cet appel à manifestation d'intérêt, les porteurs de projets sur des thématiques qui peuvent être spécifiques en sérologie ou plus larges. On a des appels à projets notamment avec des thématiques comme environnement et santé, des thématiques plus larges sur de la prévention également, qui sont accompagnées par notre structure. Donc pour Unibase, Alain, je te laisse présenter Unicancer. Donc Unicancer, plus. c'est deux choses. C'est d'une part des centres de lutte contre le cancer qui sont répartis sur tout le territoire national, que vous connaissez. Alors je vais simplement citer voilà, les plus connus, l'Institut Curie, Gustave Roussy, l'Institut Paoli-Calmette ou le Centre Léon Bérard. Il y en a 20 en France. Qui font uniquement de la cancérologie, qui sont dédiés à 100% au traitement du cancer. Et c'est en même temps une fédération, donc avec un groupement d'intérêt public qui coordonne des actions, par exemple des actions de recherche dans le domaine de la cancérologie, qui s'appelle donc Unicancer. Donc Unicancer promeut les études cliniques depuis quelques années, des études en vie réelle, et a mis en place dans la majorité de ces établissements un entrepôt de données de santé qui s'appelle Consort, qui permet de lancer des études en vie réelle multicentriques. Et ce qu'on a souhaité dans cet appel à manifestation d'intérêt, c'est d'ouvrir la recherche qui se fait dans ces centres avec tous nos partenaires, qu'ils soient CHU, qu'ils soient ESPIC, qu'ils soient privés, pour faire en sorte que la recherche en cancérologie soit répartie sur tout le territoire avec tous les acteurs du système de santé. Carole. Iris, du coup, je vous laisse présenter la Ligue. Je suis ravie de pouvoir vous expliquer en quelques mots ce que la Ligue contre le cancer a comme action et surtout qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter dans le cadre de ce partenariat, parce que je vais devoir vous quitter dans une demi-heure environ. Donc, la Ligue, en fait, c'est une association qui lutte contre le cancer. C'est une association qui est composée de malades, mais aussi de personnes engagées bénévoles au bénéfice de la cause. Et nous avons plusieurs axes d'action. Nous sommes le premier financeur indépendant de la recherche en cancérologie en France, au-delà de l'État. Et nous avons aussi des actions sur le terrain, d'aide aux malades, d'actions de prévention, d'éducation à la santé. Et une de nos missions également est aussi de porter haut et fort la voix des personnes malades et de la population auprès du pouvoir public, donc c'est-à-dire le plaidoyer. Vous pouvez trouver toutes ces informations, si ce n'est déjà pas fait, sur le site internet de la Ligue. C'est pour ça que j'ai fait une copie d'écran.
Et ce qui est quand même vraiment la force de la Ligue, c'est le fait que nous soyons présents sur tous les départements français, d'avoir des lieux d'accueil, d'écoute de la population et aussi des lieux où les personnes malades peuvent également trouver des soins de support. La force de la Ligue est également le fait que toutes nos actions, nous pouvons les mener grâce au soutien et la générosité des Français parce qu'environ 97% du budget de la Ligue vient uniquement des dons des particuliers. Je vous dis que nous sommes le premier financeur de la recherche. Donc, dans la slide qui va suivre, c'est juste un petit aperçu de notre financement à la recherche. Donc là, ce sont les chiffres de l'année 2021, parce que l'année 2022, on n'a pas encore consolidé nos données financières. Et en fait, le message que nous avons à passer, c'est que nous sommes présents dans tous les domaines de la recherche contre le cancer. Le plus gros du financement de la Ligue va effectivement pour le financement de la recherche fondamentale et translationnelle, parce qu'effectivement, les besoins là-dessus sont extrêmement forts et il n'y a pas d'autres financements publics aussi importants que, par exemple, le PHLC dans la recherche clinique. Mais nous avons également un soutien d'autres domaines et de la recherche clinique. Alors, en ce qui concerne la recherche clinique, nous avons déjà un partenariat assez important avec Unicancer, justement. Et l'objectif, c'est de pouvoir faire de financer des projets que l'industrie pharmaceutique ne pourra pas financer et pour lequel, y compris auprès des fonds publics tels que le PHLC, il n'y a pas vraiment de financement. Et c'est là où vient justement un peu aussi notre démarche de joindre ce partenariat entre HDH et Unicancer, qui justement voulait financer des projets qui n'avaient pas d'autres sites, d'autres portes pour aller être financés, où on va utiliser plutôt des données afin d'accélérer l'innovation. Et nous avons trouvé cette démarche extrêmement intéressante. Et on avait déjà dans notre portfolio ce type de projet. On s'est dit que c'était aussi une très bonne idée d'agrandir notre champ d'action avec ce partenariat qui est très bien structuré. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Iris. Oui, effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-les dans le chat ou envoyez-les à Stéphanie Aulas et on y répondra à la fin de la présentation. Donc, si on avance sur la slide suivante, Alain, tu vas nous en dire un petit peu plus sur le programme Unibase, sur la slide suivante. Donc, le programme Unibase, c'est une convention qui a été établie entre Unicancer et le Health Data Hub il y a plus d'1 an. L'objectif de lancer des études multicentriques sur des données en vie réelle pour essayer de répondre à des questions à lesquelles on ne pourrait pas répondre autrement. Donc, il a été lancé un appel à manifestation d'intérêt l'année dernière qui a permis de sélectionner 3 projets sur lesquels je vais revenir. Et outre le fait de mettre en place ces projets multicentriques pour essayer de répondre à des questions scientifiques, l'objectif, c'est aussi de permettre, lorsque ces données ont été étudiées, c'est de pouvoir les mettre au catalogue des bases de référence en cancérologie pour que d'autres chercheurs, médecins, puissent travailler sur ces données. Donc là, le premier AMI a été plutôt un succès. En tout cas, moi, je considère que ça a été un succès, d'où l'idée d'en lancer un deuxième et probablement qu'on en lancera un troisième. Et la grande différence par rapport à l'AMI précédent, c'est que cet AMI est ouvert à tous les établissements de santé. Alors, diapositive suivante. Alors, les grands axes de la thématique de cet AMI, c'est ceux qui ont été définis dans la stratégie décennale par l'INCa sur les années 2021-2030. Donc là, on a remis les axes, les grands thèmes qui sont donnés, que ce soit dans le domaine de la prévention, dans le domaine de l'amélioration de la qualité de vie ou de limiter les séquelles, de bien sûr lutter contre les cancers de mauvais pronostic et surtout faire en sorte que les progrès qui sont mis en place dans certains centres puissent bénéficier à tous. Donc que ces études-là soient bénéfiques sur le plan des soins et pas simplement sur le plan de la recherche fondamentale. Diapositive suivante. Alors, là, je vais passer très vite, mais simplement pour dire que lorsque l'AMI est lancée, il y a un jury
composé l'année dernière, ça c'est le jury de 2022, mais c'est pour vous donner une idée de ce que sera probablement le jury 2023, même s'il n'a pas encore été aujourd'hui mis en place. Donc c'est un jury qui est composé de responsables du HDH, donc là ça va probablement rester, de membres du conseil scientifique consultatif du Health Data Hub, de 2 représentants d'Unicancer et de 2 représentants de la Ligue nationale contre le cancer cette année, alors que l'année dernière, c'était des représentants de patients. Mais cette année, comme la Ligue participe de façon très active, notamment au financement de ce programme, donc la Ligue aura 2 représentants au niveau du jury. Tout ça pour dire que c'est un jury qui sélectionne, qui est complètement indépendant des projets qui vont être proposés. Et l'objectif, bien sûr, c'est que les meilleurs projets soient sélectionnés en 2023. Diapositive suivante. Alors, quels étaient les projets qui ont été proposés? Donc, 15 projets ont été travaillés l'année dernière. 10 projets ont été déposés et 3 projets ont été sélectionnés. Je vais passer très vite sur ces projets, mais pour bien vous montrer quel type de projets peuvent être proposés. Alors, le premier projet, ça a été un projet qui s'appelle le projet DASTO. L'objectif, c'est d'essayer de créer, comme vous savez qu'il existe une interaction forte entre la maladie thromboembolique veineuse, embolie pulmonaire et phlébite profonde et le cancer. L'objectif, c'était de voir si on peut mieux prédire et donc mieux prédire et donc prévenir la maladie thromboembolique veineuse chez les patients atteints de cancer. L'objectif est de sélectionner un grand nombre de patients, jusqu'à 100 000 patients. 4 centres partenaires ont décidé de se coordonner pour avoir un projet commun. Le CESRES a donné un avis favorable sur ce projet. Le dossier de CNIL est en cours de constitution, mais déjà les équipes travaillent sur les données à récupérer pour pouvoir répondre à cette question. Deuxième projet, ça concerne une maladie rare qui sont les tumeurs stromales gastro-intestinales, les GIST. Et là, 6 partenaires se sont mis ensemble pour essayer de répondre à ces questions et constituer une grande cohorte de patients, donc de ces tumeurs rares, avec un objectif, essayer de comprendre pourquoi certains patients répondent parfaitement bien aux thérapies ciblées, qui ont transformé complètement le pronostic des GIST, et que certains patients, encore aujourd'hui, ne répondent pas à ces traitements. Et aujourd'hui, on ne sait pas très bien pourquoi. Et donc là, c'est pour essayer de répondre à cette question. Et le troisième projet, qui est un projet ambitieux, qui s'appelle le projet ISIS, sur lequel je vais insister un petit peu plus. Pourquoi? Parce que c'est un projet qui montre l'intérêt d'avoir des données qui viennent des hôpitaux sur les caractéristiques du patient, en l'occurrence là d'une patiente, de sa tumeur et surtout des traitements qui sont réalisés et quel est l'impact à la fois sur la fertilité, la grossesse et le devenir de l'enfant. Alors, diapositive suivante. Donc, je vais insister là-dessus. Pourquoi? D'une part, à cause de l'ambition de ce projet, et aussi pour montrer là aussi l'intérêt de l'approvisionnement avec les données du SNDS. Alors, c'est un projet qui est porté par l'Institut de cancérologie de l'Ouest, donc le CLCC Nantes-Angers. 3 partenaires, 3 centres de lutte contre le cancer sont partenaires, l'Institut Curie, le Centre Léon Bérard et le Centre Oscar Lambret à Lille. Les données viennent des centres pour ce qui concerne les caractéristiques de la patiente, du cancer et surtout des traitements. Et les données qui viennent du SNDS, eh bien, c'est tout ce qui se passe et ce qu'on ne connaît pas forcément dans les hôpitaux. En fait, les patients sont, pour la grossesse, les patientes ne sont pas suivies dans les hôpitaux, elles sont suivies en dehors, et donc de récupérer des informations grâce au SNDS sur le nombre de grossesses, sur le devenir des enfants, sur les complications éventuellement de la grossesse ou chez l'enfant, en fonction des nouveaux traitements qui sont administrés. On connaît assez bien les traitements anciens et l'impact qu'ils peuvent avoir à la fois sur la grossesse et sur la fertilité, mais il y a toujours des nouveaux traitements qui sont mis en place sur le marché et on ne connaît pas forcément aujourd'hui quel est l'impact sur la fertilité des femmes qui ont un cancer du sein et qui sont susceptibles d'avoir des enfants. Donc on voit l'intérêt que peuvent avoir ces projets multicentriques d'une part, parce qu'il faut un grand nombre de patients pour répondre à ces questions, et surtout avec une coopération avec les données qui viennent de la ville ou qui viennent d'autres hôpitaux et qu'on n'a pas dans nos hôpitaux qui traitons les cancers. Diapositive suivante. Alors,
Comme je vous l'ai dit, 3 projets ont été financés en 2022. L'objectif cette année est d'en financer 4. 3 projets financés par le Health Data Hub et un projet financé par la Ligue. Chaque projet peut demander un financement au maximum de 200 000 € par projet. Et donc, c'est un programme Unibase qui permet de financer à hauteur de 800 000 € 4 projets scientifiques, et évidemment pour servir de starter pour ces projets qui sont des projets toujours ambitieux et qui demandent des financements, certes, non négligeable, mais surtout une implication très très forte des équipes médicales et scientifiques des différentes structures hospitalières qui vont participer à ces projets multicentriques. Je crois qu'ensuite, je redonne la parole à Carole. Oui, alors qui aujourd'hui peut candidater? Donc, comme l'a dit Alain, aujourd'hui, cet AMI est ouvert donc au-delà des portes des centres de lutte contre le cancer, et donc pour venir aussi enrichir les projets avec des bases de données différentes qui viennent des centres de tous les centres hospitaliers de France. Donc, il faut constituer finalement une équipe projet avec donc le porteur de projet qui sera un centre de lutte contre le cancer et qui va réunir les données de plusieurs autres centres hospitaliers donc autour de ce projet pour prendre en charge les patients atteints de cancer. Voilà, donc l'idée est de constituer un peu un consortium autour d'un projet, voilà, avec finalement ou sans partenariat académique ou industriel, ce n'est pas aujourd'hui un critère particulier. Slide suivante. Alors, les critères d'éligibilité des projets, donc bien sûr, s'inscrire dans l'un des 4 axes thématiques qui ont été définis par l'INCa dans le plan cancer. Un point qui est très important et qui nous tient à cœur, c'est la volonté de partager les données dans le catalogue du Health Data Hub et certains résultats des projets à la communauté. Pourquoi? Parce que nous, dans notre mission au sein du Health Data Hub, afin de pouvoir faciliter la réutilisation des données de santé, eh bien, on a un rôle aussi d'ouvrir et d'accompagner les porteurs qui bénéficient de ce financement à du partage de données, de manière à ce que ça puisse être réutilisé ensuite par la communauté au service d'autres projets de recherche. De même, pour certains résultats des projets qui peuvent être des briques qui peuvent paraître anodines, mais qui sont très consommatrices de temps sur du nettoyage de données, sur de la documentation particulière, qui peuvent gagner finalement du temps pour les prochaines recherches réalisées par d'autres scientifiques. Donc, on accorde un point important sur cette volonté de partage et d'ouvrir un certain nombre de résultats. Et enfin, avoir la volonté de transformer les données dans des modèles qui vont permettre l'interopérabilité. L'objectif est à un moment donné d'avoir des standards qui pourront permettre d'unir différentes bases de données afin de pouvoir mutualiser les bases pour augmenter la puissance des études sur la base de données bien plus nombreuses. Donc, aujourd'hui, les données qui sont nécessaires à la réalisation du projet, elles pourront venir de différentes sources, que ce soit les systèmes d'information hospitaliers, les entrepôts de données de santé, les registres, consorts, quand on parle des CLCC, des cohortes existantes, et elles viendront alimenter une base de données sous un format voilà, qui serait interopéré. Donc, ça, c'est un critère d'éligibilité importante. Et donc, du coup, si vous voulez plus de détails sur le cahier des charges, il est accessible sur démarche simplifiée. Puis, on va y rentrer un petit peu plus dans le détail avec Alain sur la partie critères de sélection. Sur la slide suivante. C'est à moi, Carole? Oui, à toi. Alors, donc, le jury, bien sûr, insistera sur les points suivants. Quels sont les bénéfices attendus du projet pour la prise en charge du patient? Est-ce que le projet a pour objectif de centraliser des données issues de plusieurs hôpitaux? Donc, c'est le caractère multicentrique. Est-ce que c'est innovant par rapport à l'état de l'art? Et un point qui est majeur, en tout cas l'année dernière, le jury a été très attentif à cela, c'est la capacité, la faisabilité du projet, la capacité à mener à bien le projet. Et donc, on vous incite, quand vous allez proposer un projet, de bien montrer que les équipes sont motivées, qu'il y a des chefs de projet, en gros, que le projet a le maximum de chances de réussite. Je crois que là, c'est un point qui va être majeur.
L'intérêt des données partagées, Carole a insisté là-dessus. Donc, l'idée, bien sûr, c'est que ces données soient partageables, notamment au niveau du Health Data Hub, et dans un délai assez court, c'est-à-dire de pouvoir montrer que, en tout cas, les premiers résultats peuvent être obtenus dans des délais assez courts. Sachant que c'est un peu contradictoire avec ce que j'ai dit sur l'étude ISIS qui regarde le suivi à plus long terme, mais en tout cas, c'est un des critères qui peuvent être un critère important dans les critères de sélection par le jury. Diapositive suivante. Alors, l'idée, c'est de partir de données de la vie réelle et on sait la grande difficulté à partir de zéro, c'est-à-dire de saisir des données dans un ICRF avec des moyens qui sont nécessaires, qui sont considérables. Donc l'objectif, c'est de partir des données qui sont déjà dans les établissements de santé ou qui sont dans nos entrepôts de données de santé, qui sont déjà structurés pour faire en sorte que le projet a le plus grande chance d'aboutir dans des délais courts. Donc chaque DS ou chaque hôpital a ses données à son propre format, donc c'est de les transformer pour les rendre interopérables. On a cité 3 modèles d'interopérabilité qui sont aussi CRWD, FHIR et OMOP. Et puis des travaux qui peuvent montrer, qui peuvent s'apparier avec les données du CNDS si c'est justifié, si c'est nécessaire. Si dans le cadre de l'étude, il n'y a pas nécessité de s'apparier avec les données du SNDS, que vous connaissez, les données de mortalité, les données de consommation de soins, les données hospitalières du PMSI, ça peut être un critère important, mais si l'étude peut se faire ou doit se faire sans appariement, ce n'est pas du tout un critère négatif, au contraire, parce que ça peut permettre d'aller un peu plus vite dans la réalisation de l'étude. Et puis, on insistera sur, bien sûr, l'innovation et donc l'intérêt de disposer de données images, comme les données de radiologie, de médecine nucléaire ou des données de pathologie, parce que le lien entre les données d'image et puis les données cliniques, la notation est bien sûr, en termes d'intelligence artificielle, par exemple, un élément qui peut être jugé de façon intéressante par le jury. Le grand sujet aussi, c'est le fait d'avoir suffisamment de patients pour pouvoir répondre à la question, soit parce que ce sont des tumeurs fréquentes et pour lesquelles on peut avoir suffisamment de patients, soit si ce sont des tumeurs rares, d'avoir suffisamment de centres pour pouvoir un nombre de patients suffisant. Diapositive suivant. Alors, donc là, on va passer assez vite. Il faut que ce soit des projets qui manipulent, comme je l'ai dit, des données, qui a pour objectif de favoriser les projets d'intelligence artificielle. Mais surtout, j'insiste là-dessus parce que le jury, c'est les points vraiment sur lesquels il avait été très vigilant l'année dernière. C'est l'implication des équipes médicales et la capacité de pouvoir mener à bien le projet. Diapositive suivante. Et donc, là aussi, on redit ce qui a déjà été dit, mais c'est pour vous montrer l'importance que le jury va considérer comme important. C'est la potentiel de réutilisation des données, c'est le fait que dans le cadre du projet, les porteurs de projet insistent sur la qualité des données et, encore une fois, l'appariement, si c'est nécessaire, avec d'autres sources de données. Et je crois que je redonne la parole à Carole. Merci. Voilà. Donc, en synthèse, effectivement, du coup, ce qui sera particulièrement attendu et regardé par le jury, c'est le fait d'avoir une équipe qui mobilise les hôpitaux pour l'innovation en oncologie, la volonté de partage des données, donc avec une description au catalogue du Health Data Hub, la volonté de transformer les données dans des modèles qui vont permettre l'interopérabilité et du coup la mutualisation des investissements et des compétences, l'objectif étant que tout ce travail aussi serve au-delà de ce projet avec des outils d'extraction automatique des données des images, une infrastructure qui bénéficiera aussi de ces travaux-là et c'est l'intérêt d'avoir aussi un CLCC porteur sur le sujet. Consort, mesure de la qualité. Donc, tous ces éléments seront particulièrement regardés par le jury. Pour la slide suivante, donc au-delà de l'accompagnement financier apporté par le Health Data Hub et la Ligue, vous bénéficierez d'un accompagnement sur tout au long en fait des différentes étapes
du projet pour vous permettre d'accéder le plus rapidement possible à ces données de santé et donc vous aider à passer ces étapes, ces demandes d'autorisation auprès du comité d'éthique, le CESRES, auprès de la CNIL. On pourra également vous apporter notre aide sur la réalisation nécessaire d'un appariement. Alors, avec les données, par exemple, du SNDS, même si ce n'est pas un prérequis, l'usage du SNDS dans le cadre de ces projets, mais si besoin, on a cette expertise en interne et on est capable de vous l'apporter. Bien évidemment, la mise à disposition de l'espace projet si besoin. Si le porteur n'a pas une plateforme technologique qui va lui permettre de faire ses travaux, on a cet espace où on va pouvoir lui mettre en place un espace sécurisé pour travailler sereinement, efficacement avec les outils à l'état de l'art. Voilà. Donc, l'accompagnement financier. Si on avance sur la slide suivante et qu'on fait un petit focus sur les démarches réglementaires, donc nous, dans notre rôle de guichet unique, finalement, on a cette expertise et on a accompagné un grand nombre de projets jusqu'à présent. Donc, avec cette expérience, on est capable d'accompagner les projets en mettant en évidence les points d'attention qui vont être soulevés par ces comités d'éthique sur des points scientifiques, méthodologiques, d'intérêt général. C'est ce qui est évalué au niveau du CESRES. C'est comme ça qu'on a pu accompagner d'ailleurs les 3 premiers projets de la première vague et également de la même manière avec la CNIL avec qui on collabore de façon rapprochée et où on a bien en tête les points d'attention à avoir en amont d'un dépôt de dossier pour faire en sorte qu'on évite les allers-retours et du coup les précieux mois finalement qui peuvent être gagnés grâce à cet accompagnement qui va permettre de trouver la route finalement la plus courte. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder le site du Health Data Hub qui fournit un certain nombre d'éléments pédagogiques, un starter kit également qui peut vous permettre dans toutes vos recherches, que ce soit dans le cadre de ce projet ou d'autres projets, eh bien d'avoir des checklists et des suivis très précis des éléments clés pour accéder aux données de santé en France. Enfin, le Health Data Hub va vérifier que le dossier est complet et avant de le transmettre au comité d'éthique pour évaluation puis à la CNIL. La plateforme technologique, alors un petit schéma pour vous décrire un petit peu cette plateforme technologique. L'objectif est que l'équipe de recherche qui aura été sélectionnée puisse rentrer dans cet espace sécurisé avec après différentes étapes. Donc bien sûr, il y a une authentification, un contrôle de sécurité avant d'accéder à cette plateforme qui permettra de mettre à disposition des porteurs un bureau virtuel auquel il pourra accéder depuis chez lui pour travailler les données, travailler l'espace projet avec un certain nombre d'outils qui sont déjà disponibles et qui sont assez familiers des équipes de data science ou de data ingénieurs, les langages IDE avec Jupyter, RStudio, une infrastructure logicielle avec Spark, la visualisation des données. On commence également à avoir des outils de visualisation de données d'imagerie avec Cytomine et d'autres outils pour visualiser les images d'ICOM, le stockage de données et des outils évidemment collaboratifs comme les outils Git qui sont un peu le gold standard dans la communauté de recherche. Voilà. Et puis, du coup, pour finir, comment on candidate, Alain ? Alors, donc, pour candidater, il faut déposer un dossier. Donc, la date limite de dépôt de dossier a été fixée au 8 mars. Alors, pour avoir le dossier, donc, il faut aller sur démarche simplifiée pour avoir à la fois le dossier de candidature et le règlement de l'AMI. Il y a aussi le document concernant le budget qui est proposé. Donc, un comité s'il y a beaucoup de projets qui sont déposés, il y a un comité de présélection qui va vérifier l'éligibilité des projets. Et ensuite, il y a un jury dont la date n'a pas encore été fixée, mais qui se réunira en avril, qui va auditionner les candidats. Donc, l'année dernière, 10 dossiers ont été auditionnés et le jury donc choisit parmi en tout cas l'année dernière, il y avait 10 dossiers. Parmi ces dossiers, ceux qui pourront être financés, je vous rappelle que cette année, 4 projets pourront être financés. Et au cours d'une réunion,
pas d'une réunion, mais disons d'une journée dans laquelle à la fois on annoncera les résultats et en même temps probablement qu'il y aura au cours de cette journée soit une table ronde, soit des travaux sur l'intérêt des données de la vie réelle dans les projets multicentriques. Donc, on utilisera probablement cette manifestation pour élargir l'annonce des résultats à une discussion sur l'intérêt des données de vie réelle en recherche. Donc, je vous rappelle malgré tout la date qui est importante, date limite de dépôt des dossiers, le 8 mars. Diapositive suivante. Alors, donc là, je vous ai dit où accéder au dossier, où déposer votre dossier, donc sur démarche simplifiée. Alors, deux choses. Si vous voulez des renseignements complémentaires, il y a d'une part une foire aux questions sur laquelle vous pouvez poser des questions, et surtout, il y a aussi une adresse email, une base @unicancer.fr, sur laquelle on est posé à répondre bien sûr à toutes vos questions et surtout à vous aider à constituer votre dossier. Notre objectif pour nous, c'est que les dossiers soient le mieux constitués possible pour que, évidemment, les meilleurs dossiers soient sélectionnés. Et donc, on peut être présent pour vous aider à constituer le dossier en fonction de l'expérience des projets des années précédentes. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous pour si vous avez des questions précises à poser. Et maintenant, on a aussi la possibilité, bien sûr, aujourd'hui, de répondre à vos questions si vous en avez. Oui, je ne vois pas de questions encore dans le chat, mais je pense qu'on n'est pas très nombreux d'entre nous. Vous pouvez ouvrir aussi vos micros et ne pas hésiter à poser des questions pour que ce soit interactif. On a encore un petit peu de temps. Alors, moi, je viens d'avoir une question. Oui, allô? Oui, on a une première question aussi sur l'appel d'offres. L'appel d'offres indique qu'il est ouvert sur tous les établissements de santé, mais dans la présentation, il a été exprimé qu'un CLCC doit être porteur du projet. Cela veut donc dire qu'un établissement de santé non CLCC ne peut soumettre de projet. Alors, moi, je peux essayer de répondre. Pour des raisons en fait de conventionnement, puisque c'est une convention entre Unicancer et le Health Data Hub, donc c'est vrai que seul un CLCC peut être porteur. Par contre, être porteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire assurer la coordination. Donc, ça veut dire que si un hôpital, quel qu'il soit, CHU, FPIC ou établissement public, souhaite soumettre un projet, ça veut dire qu'il faut qu'il se rapproche d'un CLCC de son choix, donc soit un CLCC loco-régional, soit un CLCC autre, pour pouvoir porter un projet. Pourquoi? Parce que, comment dire, c'est à la fois un problème de conventionnement, puisque c'est une convention entre Unicancer et le Data Hub. Donc, l'objectif d'Unicancer, c'était la première année de le faire au niveau des CLCC, et on a souhaité, au niveau d'Unicancer, l'ouvrir à tous les établissements. Donc, c'est vrai que c'est un projet qui est porté par Unicancer, mais avec l'objectif de l'ouvrir à d'autres établissements pour pouvoir travailler avec les CHU locaux ou avec d'autres établissements. Donc oui, il faut qu'il y ait un CLCC qui soit porteur, qui soit membre du consortium. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, on a une autre question. Bonjour, travaillant actuellement à l'INCa, j'aurais souhaité savoir comment sont prévues les interactions entre les différents projets sélectionnés avec le projet modèle Osiris RWD. Alors, un petit peu d'historique. L'année dernière, c'était uniquement des projets les centres qui disposaient de l'outil Consort qui pouvaient participer à l'AMI. Donc, Consort, c'est un modèle de données, mais un modèle de données qui est propriétaire au centre qui utilise Consort. Qui ouvre l'interopérabilité entre les centres qui ont Consort, mais pas avec le monde extérieur. Donc, pour pouvoir ouvrir avec le monde extérieur, donc il faut choisir
un modèle d'interopérabilité qui soit partagé par tous, pas seulement par les CLCC qui utilisent Consort. Et aujourd'hui, 3 modèles existent, FHIR, CSRWD et OMOP. Donc, il y a un consortium qui est, sur lequel l'INCA joue un rôle important, le modèle OSIRIS adapté aux données de la vie réelle. Donc, si vous voulez avoir des renseignements concernant l'utilisation de ces données de vie réelle, donc en gros le minimum dataset qui est proposé dans le cadre du modèle OSIRIS, là aussi je vous propose de vous mettre en rapport avec nous, unibase@unicancer.fr pour qu'on puisse vous donner toutes les informations concernant ces modèles de données pour permettre l'interopérabilité entre les projets.